Bon, bonjour à tous. Puisqu'il faut commencer, allons-y. Donc, moi, je suis né au Havre, qui est, comme chacun sait, une grande ville bretonne et normande, ou normande et bretonne, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc, j'avais la moitié de ma famille qui était issue du Havre et du Pays de Caux, et l'autre moitié, j'ai un grand-père de Saint-Malo et une grand-mère de Calac qui parlait breton au tous les jours. Et mon frère, qui a créé la Cinémathèque de Bretagne, parle un breton de famille. Bon. Quand on a 20 ans en 1970 au Havre, il n'y a aucun lien avec le mouvement culturel qu'on peut trouver en Bretagne. Il n'y a pas de présence marquée des groupes folkloriques qui ont une image de marque assez catastrophique à cette époque-là. Donc on n'a pas de chance de trouver une approche du revival sur place. C'est en faisant mes études à Paris que j'ai découvert le Bourdon, le folk club, et j'ai été intrigué par le fait que Catherine Perrier était la seule, quand on était au Bourdon, à citer, avant de chanter, je vais vous chanter une chanson que j'ai apprise auprès d'eux. Alors moi, ça me paraissait bizarre, puisque pour moi, les chansons, c'était les livres et pas les gens. Donc j'ai été la voir et elle m'a fait entendre des collectes de Vendée qu'elle avait faites à ce moment-là et du Berry, en posant la question qu'elle posait à plein d'autres gens. Mais chez toi, ah ben non, il n'y a rien. Donc, et puis on y met le doigt. Et donc la première la première séquence d'enquête que j'ai fait entre 74 et 80, après je suis venu en Bretagne, c'était des enquêtes d'exploration. Il y avait une motivation un petit peu de chercheur de découverte, parce que je ne connaissais pas les livres de collecte sur la Normandie. J'en ai découvert après, mais en fait il y en a très peu. Et donc j'allais tout seul, parce que je ne connaissais pas d'autres collecteurs, dans des endroits où, à ma connaissance, personne n'avait fait d'enquête avant. Donc en Seine-Maritime, j'ai compté, j'ai été dans un petit peu plus de 60 communes, mais pas obligatoirement pour voir des dizaines de personnes. Des fois, j'en voyais qu'une, deux. C'était vraiment l'idée de savoir. J'avais aucune idée si je découvrirais des gens qui avaient une cornemuse, qui en avaient pas, qui avaient du... Enfin, c'était de la découverte personnelle. Et puis évidemment, après, il y a eu de la transmission autour, mais c'était ça qui était le cœur de l'action. Et d'entraîner d'autres personnes à la collecte. J'ai invité plusieurs camarades à aller avec moi, qui sont devenus eux-mêmes des collecteurs, parfois même des collecteurs importants, par la suite, comme François Redon ou Marc Blondel, pour citer mes copains de l'époque. Et quand je suis venu en Bretagne, la vision de la collecte a changé, parce que au lieu d'être dans une région où on ne connaissait pas ce que c'était que la culture populaire et où il n'y avait pas ou peu de collecteurs, je me suis retrouvé dans une région où il y avait beaucoup de monde qui avait fait des choses. Et du coup, la logique a été complètement différente, et on a très vite, on a organisé ça sous une forme associative, ce qui n'était pas le cas avant, et sur des enquêtes plus thématiques, c'est-à-dire qu'on a pris des domaines spécifiques en mettant la collecte comme un outil autour d'un projet de sauvegarde, transmission. Ça a été le cas particulièrement pour l'association autour de la Vielle qu'on avait constituée en 81, qui s'appelait le collectif Vielle en Bretagne. Et cette fois-ci, je ne collectais pas seul, c'est-à-dire que je faisais des enquêtes, d'autres les faisaient aussi, et on invitait des copains à venir faire les enquêtes photographiques complémentaires, et donc on était dans un travail d'équipe, en fait, qui a duré toutes les années 80, souvent autour de projets de publication,
Par exemple, quand on a fait le disque sur Laveuse, j'ai été accompagné des gens pour avoir des photos supplémentaires. Quand on a fait le disque sur la clarinette, on a été, je me rappelle, avec Éric Marchand, dans les endroits où il n'y avait pas eu encore d'enquête pour compléter. Donc c'était une autre type de relation avec l'enquête. Et puis, dans les années 2000, il y a eu une troisième phase de collecte qui était différente. C'est devenu une activité professionnelle pour aller sur des projets. Et cette fois-ci, au lieu d'aller rencontrer des gens qu'on découvrait en allant demander les adresses aux uns aux autres, c'était des rendez-vous fait par des associations locales qui préparaient, et nous, on y allait parce que comme on connaissait, enfin moi j'y allais parce que on connaissait les techniques d'enquête, on avait du matériel, on avait des enregistrements, des caméras ou autres, et ça permettait d'aider les gens sur place à aller plus loin dans leurs enquêtes, d'où des techniques d'enquête qui s'affinent au fur et à mesure du temps, des données administratives qui deviennent plus fixes. Au départ, c'était très limité, très amateur. Et puis, à chaque fois, la notion de projet des choses. Donc, de mon côté, il y a vraiment une période qui date d'avant mon arrivée en Bretagne, où c'était une démarche solitaire, même si on était en relation souvent, là plutôt avec Catherine, John et l'équipe du Bourdon. Après, on est dans une démarche participative parce qu'en Bretagne, il y a plein de monde et c'est un réseau où on a sa pierre dans le réseau, quoi. Oui, je mentionne juste que Catherine Perrier, puisqu'on parlait du faible nombre de femmes autour de la table, était présente hier à la journée de Vitré, assistée à plusieurs séminaires et voilà, qu'elle a été mentionnée à plusieurs reprises comme personne importante avec tout le collectif, tout le projet du Bourdon à Paris. Mais puisqu'on revient à la question du déclencheur, on reparlera peut-être cet après-midi des méthodes d'enquête, des terrains. Comment arrive-t-on au Bourdon voilà, qu'est-ce qui fait que finalement on te retrouve au Bourdon sur la question voilà, du déclenchement, de l'intérêt pour ces questions? Moi, je suis né en 53, donc j'étais au lycée, la première section du bac musique qui venait d'être créée, donc c'était ça donnait une culture musicale quand même, et je m'intéressais comme beaucoup de l'époque au folk revival américain, John Baez, Pete Seeger et tout, que j'écoutais régulièrement, et probablement pour des raisons de famille, moi j'ai appris des contes par ma grand-mère, pas des chansons, mais des contes qui avaient quand même une transmission. J'écoutais, quand j'avais 14-15 ans, des disques de Serge Kerval qui faisait à la guitare des chants qu'il apprenait dans des livres. Il n'y avait pas de lien avec la collecte, mais c'était quand même ce qu'on appelait à l'époque du folklore français. Et la première fois que j'ai entendu les gens du Bourdon, c'était parce qu'au Havre, il y avait, c'était une ville communiste, donc il y avait des comités de quartier qui étaient très actifs dans tout ce qui était culture populaire inattendue et peu valorisée. Ils avaient fait venir en 71 le gros lot Bayou Folk. On était 2 dans la salle, ils étaient 5 sur scène. Donc ça donne des liens. Et ils jouaient de l'épinette, du violon, de l'accordéon diatonique et de la vielle. Ça a dû me marquer parce que c'est les 4 instruments que je continue à jouer aujourd'hui. Et la semaine d'après, il y avait Catherine et John qui passaient. J'ai pas été les voir parce qu'un couple chantant, ça devait être ringard. Donc j'y ai pas été, je les ai rencontrés plus tard. Et c'est eux qui m'avaient donné l'adresse du Bourdon, parce qu'ils savaient que j'allais aller à Paris après. Ben tiens, et j'ai pas perdu l'adresse, j'ai eu de la chance. Merci. Si je peux intervenir. C'est intéressant que tu cites le nom de Kerval, parce que le très regretté Jean-François Dutertre m'a également dit qu'il avait joué un rôle dans sa prise de conscience musicale. Mais au-delà donc de cette référence qui vous est commune, on a, à t'écouter, on a un peu l'impression que la découverte par l'intermédiaire de Catherine Perrier qu'il y avait un moyen très simple
pas forcément très simple. Enfin, il y avait un moyen d'accéder au trésor chansonnier qui était d'aller rencontrer des personnes qui chantaient. Mais est-ce que ça, tu t'y es mis, donc, je dirais, spontanément, tout de suite, dans ces années 70? Et j'aurais une question complémentaire, alors sans te demander d'aller très, très loin dans la reconstitution de ton parcours biographique. Ce transfert en Bretagne dans les années 80, il était lié à une évolution de ton statut professionnel ou autre? Parce que j'imagine que tu n'as pas fait ça uniquement en bénévole, même si probablement dans les années 70, c'est le bénévolat qui devait l'emporter, mais est-ce que c'est un événement de ta vie professionnelle qui fait que tu te retrouves durablement fixé en Bretagne à partir des années 80 et donc amené à, je dirais, déployer tes stratégies de collecte en fonction de cette évolution professionnelle? Donc ça fait deux questions bien circonscrites. Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment Catherine Perrier qui m'a accompagné. Et puis, quand je suis ramené une première cassette avec des gens qui m'a dit que c'était intéressant et tout, parce que j'avais pas les outils. Je le devinais, mais j'avais pas les outils. Par contre, les adresses et tout, moi, je me suis retrouvé tout seul. Je ne connaissais personne. J'ai découvert 2-3 ans après qu'il y a Laura Touvet, qui, je pense, était là hier, qui faisait la même chose, mais à l'autre bout de la Normandie, donc je ne la connaissais pas. Et après avoir fait ma première collecte, j'ai été voir le groupe folklorique du Havre. Juste pour comprendre, je me dis, il faut quand même que j'aille les voir. Et il m'avait expliqué que de rencontrer les anciens n'avait pas de sens, puisque eux, qui avaient été obligés de tout reconstituer puisqu'il n'y avait rien, quand ils faisaient des concerts et des spectacles, ça n'évoquait rien dans la tête des gens. Alors là, je me suis dit, justement, c'est bien le problème. Il me dit, oui, parce que nous, ce qu'on fait, c'est tellement ancien que personne ne peut s'en rappeler. Alors que vous, c'est de la musique récente. Donc j'ai arrêté tout contact avec quiconque et je me suis débrouillé tout seul, sauf donc avec... Et je n'avais pas de lien avec la Bretagne parce que les Bretons du Havre vivaient en lien avec la Bretagne. Bretons du Havre, dont il y avait Gaël Roland, qui est un copain, mais qui était dans le même lycée que moi à l'époque. Et donc ils étaient en lien avec la Bretagne, mais pas avec la culture locale. Donc tout le mouvement de collecte de Bretagne Vôtre, je ne le connaissais absolument pas. Et quand on était au Bourdon, ce n'était pas les mêmes milieux. Donc on était en lien avec ce qu'il pouvait y avoir dans d'autres régions de France, mais pas avec la Bretagne, qui a une histoire, pour moi, indépendante, en tout cas dans les années 70. Deuxième partie de la question, moi j'ai toujours fait du collectage en dehors de mon travail direct, sauf dans ces années récentes, mais par contre-coup, ça faisait le lien, puisque pour vivre, il faut bien faire des choses, donc on a fait de la musique ou autre. Et en 1980, j'ai monté principalement avec Bernard Cadorette et tout, le projet du Chasse-Marais, dans lequel la tradition orale rentrait directement, même si ce n'était pas nous qui faisions les enquêtes et tout. Et donc je suis venu en Bretagne essentiellement pour participer à cette création-là. Donc le Chasse-Marais s'est créé en 1981.